on parlait de la tradition celtique. On est dans une société qui a un métissage culturel important, malgré ce que certains essaieraient de nous faire croire. On est une société très très métissée et depuis des milliers d'années, on est issu d'un brassage culturel et ethnique très vaste. Mais on voit depuis, on a parlé du renouveau du druidisme au XVIIIe siècle, mais depuis les années 50, on a aussi un regain d'intérêt pour la tradition celtique, pour le conte également. Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux nouvelles générations qui sont justement en quête de spiritualité, qui cherchent aussi à s'émanciper des dogmes et des structures un peu figées, pardon, et qui sont en quête de leurs racines? Oui, alors là, il y a plusieurs questions dans, dans la question. Dans, non, ce qui est intéressant, oui, pourquoi les Celtes fascinent encore? D'abord parce que c'est un peuple souche de l'Europe, hein, tout de même. Même s'il y a eu des brassages, bon, le fond est européen de départ, hein, c'est celto-germain, et après romain-grec pour le sud. Euh, voilà, et puis voilà, depuis maintenant, c'est récent maintenant, Afrique et Nord-Afrique et Asie, c'est plutôt récent, hein, c'est dans le dernier siècle et encore, on va dire dans les 30 dernières, 40 dernières années. Donc les Celtes fascinent, pourquoi? Parce que euh, on les connaît sans les connaître, c'est-à-dire sans être sibyllins. Ils ont un pied dans l'histoire et un autre avant l'histoire. Euh, Parce qu'ils sont à une jonction en tant que peuple de l'oralité. Euh, ils sont dans une partie de l'histoire qui est la légende. Et ils sont dans les brumes des mégalithes aussi. Euh, Ils sont à cette jonction, voilà, de l'écrit et de ce qu'il y avait avant. Et c'est pour ça qu'ils fascinent. Ils n'ont pas pu être définis complètement par les encyclopédies. Euh, Ils échappent à la définition des encyclopédies. Et c'est ça qui plaît aujourd'hui dans un monde très quadrillé, qu'on veut de plus en plus quadrillé, de plus en plus surligné et mis à l'équerre, hein, voilà, pour en fin de compte que des raisons mercantiles. Je le souligne au passage, mais c'est une réalité. Et eux, là, les Celtes, ils s'émancipent de ça. Ils sont dans un autre espace. Et en plus, on sait, hein, par leur sagesse recueillie dans les contes et les mythes, qu'ils vivaient en harmonie aussi avec la nature. Ils étaient au rythme de la nature. Ils la combattaient pas, ils ne cherchaient pas à la servir, voilà, comme les Romains qui sont devenus des urbains très tôt et qui ont maté, qui ont voulu mettre une empreinte sur la matière, laisser leur nom dans l'histoire. Les Celtes, c'était pas leur préoccupation tout ça, hein. C'est des poètes, on va dire des rêveurs, mais c'est ça qui fascine aussi, c'est qu'ils vivaient dans la nature, ils vivaient par elle, ils la respectaient et ils avaient une toute autre philosophie. Et je pense que c'est ça qui fascine encore aujourd'hui. Et nous, on dit, Claudia et moi, qu'on peut venir à cette tradition sans... il y a trois portes d'entrée. Voilà, on va parler de manière poétique. Il y a la porte d'entrée, la génétique, par mon sang, puisque là, on sait qu'une grosse partie des Européens ont dans leur capital génétique une goutte de sang celte, hein, c'est clair. Hein. Si on prend la zone de répartition des Celtes, ça allait jusqu'en Turquie, la Hongrie, la Pologne, un bout de la Roumanie, la Tchéquie, ça allait jusqu'aux Slaves, toute Autriche, la Suisse, le nord de l'Italie, le sud de l'Allemagne, ça montait toute la Belgique, et puis toute la France actuelle, les trois quarts de l'Espagne, tout le Portugal, et toutes les îles britanniques. Hein, voilà, la Grande-Bretagne était entièrement celtique, l'Écosse, l'Irlande, l'île de Man. Donc ça fait quand même du monde sur, sur l'Europe. Et les Celtes ont formé, encore une fois, le premier substrat de civilisation avant l'Empire romain. Et c'est une des souches européennes. Et dans les sociétés celtiques, je donnais un exemple, la femme avait un statut supérieur au statut de la femme dans la société romaine et hébraïque, et après chrétienne, puisque
le christianisme est héritier du judaïsme et de la civilisation romaine. Il a pris les structures des deux pour former sa religion. Donc deux patriarcats misogynes, la société hébraïque et la société romaine. Et la femme, après, on l'a enfermée. Voilà, le divorce était interdit parce que dans ces deux sociétés, le divorce est interdit, on se marie pour la vie. La prostitution était autorisée, la vieille société hébraïque et romaine. Chez les Celtes et Germains, la prostitution n'existait pas. Alors, ah bon, ben oui. Comme chez les Tibétains, les peuples premiers, chez les Kogis, il n'y a pas de prostitution. C'est quoi cette histoire? Voilà, les peuples premiers ne connaissent pas je dirais, cette tare, quoi. Voilà. Et c'est ça la civilisation. Les Chinois arrivant au Tibet et la prostitution s'est installée. Ah, c'est très bien. Bien. Puis je pense aussi que cette goutte de sang que toi tu disais, que toi tu nommais tout à l'heure, au niveau transgénérationnel, même si on n'en a pas forcément conscience, elle vibre au fond de nous. On est super nombreux à avoir un sort de rythme dans le sang quand on entend la musique celtique. Comment expliquer ça? Lorsqu'on entend le chant de la cornemuse, il y a quelque chose qui se passe dans nos tripes et je ne suis pas la seule et c'est pas parce que toi tu joues la cornemuse et que j'adore ça. Je sais qu'on y est très nombreux et en fait il y a comme une mémoire ancestrale qui se réveille au fond de nous et qui a soif de ça. C'est une soif et c'est... c'est une des portes, donc ouais. La génétique, le sang. La deuxième porte, c'est le cœur. Oui, tout à fait. Qui justement est transmis par la musique, les légendes, le conte. Ça me parle. Et là, quelles que soient mes origines, voilà, j'ai un cœur. Et si ça me parle, c'est une porte aussi d'entrée. Et la porte du sang et la porte du cœur, il n'y en a pas une supérieure à l'autre. D'accord? Et puis la troisième porte, nous on dit, celle de l'esprit. Donc ce qui est véhiculé nous plaît vraiment. Les mots correspondent à nos mots. Les poèmes à nos poèmes. Leurs rêves à nos rêves. Donc il y a trois portes, l'esprit, le cœur et le corps. Et aucune des portes n'est supérieure à l'autre. Alors par contre, il y a des individus qui ont la chance d'avoir, par exemple, deux portes d'ouverture, par exemple la génétique plus le cœur. Mais il y a des gens de souche bretonne, on va dire, qui se contrefichent carrément de la culture bretonne, qui sont parisiens à fond. Si, ça arrive, j'en ai rencontré. Donc, voilà. Après, ces trois portes, voilà, et elles sont, encore une fois, égales, c'est pas le mot, mais en tout cas, il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Et n'importe qui peut à ce moment-là ressentir et venir. Et d'ailleurs, je sais que dans certains collèges druidiques, il y a des personnes d'origine africaine. Donc, elles n'ont pas la génétique. Voilà. Et pourtant, ça fait d'excellents druides. Voilà. Claudia, donc tu es également clown déjà, tu es clown et clown visiteur en établissement. Donc tu as expliqué que tu accompagnais notamment des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que d'après toi, le rire peut permettre une forme d'accomplissement spirituel? Et en quoi est-ce qu'il est porteur de guérison et de sagesse? Alors, oui, déjà moi je pense ça parce que je veux revenir à cette notion d'Awen. Donc même lorsqu'on n'est pas sur un chemin de la tradition celtique, chacun donc a une place à prendre, chacun a au fond de lui, notre petit enfant intérieur a un chemin, a une envie de se réaliser. Et souvent on est triste, on a une forme de tristesse au fond de nous. Donc déjà sur ce niveau-là, effectivement, le rire est la première des sagesses, mais je trouve que Olivier, il en parle tellement bien que je vais lui donner la parole. Oui, alors là, le rire est la première des sagesses et des médecines. Alors, première des sagesses, pourquoi? Et c'est pas moi qui le dis, c'est le roi des bouffons au XVe siècle, Thiel Eulenspiegel. Eulenspiegel, Eulenspiegel, j'ai du mal à prononcer.
Till Eulenspiegel, et il dit le rire est la première des sagesses. Pourquoi? Parce que il nous empêche de devenir fous quand on vit chez les fous. Et où vivons-nous aujourd'hui? Et donc, si je ne sais pas rire de moi, et avec les autres, parce que c'est pas le rire ironique, ça rejoint justement l'une des sagesses celtiques anciennes, le rire de Merlin, où on disait au Moyen-Âge que c'était la grande sapience, le rire de Merlin, la sapience, la sagesse, la connaissance. Pourquoi? Ben Merlin, il voit au-delà des apparences, donc il rit. C'est pas pour se moquer, il rit parce qu'il voit le jeu derrière. Et il rit comme un grand-père aussi, un grand-père, une grand-mère, hein, parce que ben, Dieu merci, les grands-mères rient aussi, comme une grand-mère qui voit par exemple sa petite-fille, son petit-fils qui vient de tomber et qui est en train de trouver l'équilibre pour marcher tout seul. Alors il lâche le bras d'un canapé. Ça, vous avez vu, les petits, ils se raccrochent aux petites tables basses. Nous, on a 9 petits-enfants. Là, il y en a 2 qui sont en train de s'émanciper pour la marche, 2 jumelles. Et alors, elles s'agrippent aux petites tables, et elles commencent. Et donc, pof, elles tombent sur leur derrière, elles se font pas mal. Et le grand-père, la grand-mère, il sourit, c'est pas pour se moquer. Il lui dit, ben, tu vas y arriver. Et puis, regarde, j'ai mes 2 bras pour t'aider. Tiens, prends mes mains. Et c'est ce rire-là. Un rire de bienveillance. Hein. Et puis, c'est vrai que ça nous connecte aussi à lorsque nous étions enfants. Lorsqu'on est enfant, les enfants, ils rient pour un oui, pour un non. Nous, voilà, on dirait que ça ne se fait plus. Hein, Oui, ça avait été calculé. Ça, je crois que les enfants en dessous de 7 ans, ils rient plus de 2 heures par jour. Et nous, en tant qu'adultes, je crois qu'ils ont calculé ça, c'est moins de 3-4 minutes par jour. La moyenne. Alors, c'est important. Et pour se bien porter, les médecins rajoutent qu'il faudrait rire au moins un quart d'heure par jour. Un quart d'heure. Alors, on a du rab à rattraper. Merci beaucoup. Pour les personnes qui seraient mises en appétit, et c'est ce que je souhaite, hein, moi, à travers ces vidéos, je souhaite aussi éveiller les personnes, leur donner envie d'aller chercher, d'aller creuser, d'aller cheminer aussi. Pour les personnes qui souhaiteraient cheminer dans cette direction-là, qui souhaiteraient pouvoir aussi bénéficier un peu des stages que vous proposez, déjà par quels moyens est-ce qu'elles peuvent découvrir ce que vous faites? Je sais que vous avez tous les deux un site internet. Donc je crois l'adresse pour toi, Olivier, c'est Oségan Musique Conteur. Le site, c'est oségan.com. Oségan.com, voilà, oségan.com. Voilà. Et puis toi, Claudia, l'adresse de ton site, je ne l'ai plus en tête. C'est au-delà de l'esthétique. Au-delà de l'esthétique.com. Merci beaucoup. Et Olivier, tu es aussi écrivain, auteur, puisque tu as publié plusieurs ouvrages. Donc, sur le chemin des troubadours, par exemple, voilà, que les personnes peuvent trouver encore. Et puis, on évoquait les peuples racines, voilà, le très riche Légende des premiers chamans. Oui, les légendes du premier chaman chez Vega. Sur le chemin des troubadours et les légendes du premier chaman, il y a le Trobrez et 7 collines sacrées aux 7 saints, où dedans, eh ben, voilà, on parle du périple aussi qu'on souhaite proposer, puisqu'il y a les 7 collines sacrées qui y sont mentionnées avec leur structure historique, archéologique et spirituelle, puisqu'elles sont toutes dédiées à des dieux, des divinités, voilà, qu'on peut trouver dans cet ouvrage. Donc après, effectivement, ça c'était en 2017, le Trobrez. 2019, les légendes du premier chaman, voilà, chez Vega, illustré par Yves Truchard, qui lui-même suit une voie chamanique, et puis qu'il a été en contact avec des hommes et des femmes médecines et avec une chamane mongole. Il a été anthropologue dans une de ses vies. Il a eu plusieurs vies en une vie, comme beaucoup d'entre nous. Et donc, ouais, c'est un ouvrage aussi qui résume 2 décennies de ma vie, parce que j'ai recueilli, alors que je ne faisais pas de collectage, ce n'était pas mon intention,
Mais tout à l'heure, je disais que j'ai rencontré des personnes voilà, exceptionnelles en prenant mon bâton de pèlerin. Et donc, j'ai recueilli des légendes, des contes qu'on m'a partagés. Et quand voilà, j'ai commencé à écrire cet ouvrage qui est arrivé par un concours de circonstances, ce serait trop long à raconter, mais enfin, je n'avais pas prévu de l'écrire. En tout cas, il s'est imposé. Et puis après, oui, je l'ai désiré. Et donc, ce que j'avais reçu, il a fallu que je complète après par des recherches personnelles pour arriver à cet ouvrage. Alors, je ne sais pas si tu as des questions à poser dessus. Parce que j'ai reçu, bon, par exemple, j'ai reçu des contes d'un homme médecine voilà, amérindien, des contes aussi d'un vieux conteur Dogon. Donc là, on est dans la belle Afrique. Et puis j'ai reçu des contes aussi de la part d'un guérisseur qui appartenait à un des peuples autochtones de l'Australie, du Sud. Voilà. Et donc ça fait, on va dire, la colonne vertébrale de cet ouvrage. Donc c'est un collectage qui en fait est intercontinental. Oui, parce qu'aujourd'hui le terme chaman désigne, c'est un terme qui est devenu générique et il désigne toutes les personnes en contact avec les esprits, alors de manière plus ou moins à droite, parce que un chaman c'est pas la même chose qu'un homme médecine, mais on fait des raccourcis. Donc si on prend le terme chaman originel, bon c'est un terme tongouze, ça nous vient de Sibérie, des populations altaïques. Et eux, ils ont deux grandes interprétations. Ils disent c'est celui qui fait beaucoup de mouvements, parce que évidemment, quand un chaman sibérien il entre en transe, il se met à gesticuler, il rentre, on va dire, dans une danse première qui n'est pas chorégraphiée. Ça peut surprendre, hein en poussant des cris, parce qu'en fait, il fait un voyage et il peut prendre des personnalités ou des identités même animales ou du monde surnaturel. Alors ça peut surprendre nous qui sommes cloisonnés dans un monde, on va dire, défini par les quatre horizons. Ça fait bizarre. Et donc il gesticule beaucoup, qui danse beaucoup. C'est la première définition. La deuxième, c'est celui qui est né encore une fois, qui est né deux fois, et ça nous renvoie aux vieilles sagesses occidentales aussi, où on parle d'une seconde naissance. On est né par une mère, et puis on a une naissance spirituelle aussi à vivre. Voilà. Alors qu'un homme médecine, même s'il parle aux esprits, il ne voyage pas dans le monde des esprits comme le fait un chaman, qui lui connaît les trois mondes, et il voyage dans ces trois mondes. Pour les chamans, chacun de nos organes a une âme, et quand on est malade, c'est que cette âme-là est partie. Elle est partie d'elle-même, ou elle a été enlevée dans leur structure cosmogonique et leur structure psychique, psychologique et cosmogonique, hein, théologique. Et donc le chaman, il va aller chercher cette âme-là pour la ramener, alors que les Amérindiens peuvent procéder autrement. Et j'aime beaucoup avoir rencontré et les rencontrer encore ces personnes, parce qu'elles nous disent, en fait, là je parle des hommes et des femmes médecines, eux ils disent, voilà, en fait, tu m'as donné ton pouvoir de guérison, et moi j'ai utilisé ça pour te le redonner, parce que tu m'as ouvert la porte en me faisant confiance, mais en fait, je t'ai remis dans ton propre pouvoir de guérison, parce que tu me l'as donné. Ah c'est une autre manière de voir les choses, que en fait, il dit, c'est pas nous qui guérissons. Voilà, tu m'as donné ton pouvoir, mais moi, je te l'ai redonné par cette cérémonie, justement, où tu t'es autorisé à te reconnecter par le fait de l'amitié que tu me portes et du pouvoir que tu me prêtes. Mais moi, je te le redonne. Voilà comment certains, en tout cas en médecine, de notre connaissance fonctionnent. Et effectivement, ça nous renvoie à notre propre pouvoir de guérison. Tout à fait. Et donc également, on en a parlé, le livre Le Trobrez. Oui, tu l'as. Voilà, il est là. Donc, celui-ci a été réalisé donc par toi, Olivier, mais également par Claude Ropars, qui est photographe, qui a fait les illustrations de ce livre. Et donc, c'est un ouvrage dans lequel tu reprends les origines de ce pèlerinage breton qui traverse les 7 évêchés de Bretagne. Oui. Alors là,
Par contre, pour celui-ci, c'était une commande. En fait, Claude Reparz avait déjà édité un ouvrage sur Brocéliande secrète, sur le Mont Saint-Michel, et il souhaitait compléter, lui, avec son éditeur de l'époque, leur, on va dire, leur périple et leur collection d'éditions. Et donc, un jour, il vient me voir, parce qu'il savait que j'œuvre dessus depuis plusieurs décennies. Il m'a dit, t'aurais pas des trucs sur le Trobres, tout ça? Et puis, je dis, oui, oui, oui. Et il me dit, je vais te présenter à mon éditeur. Et puis, c'est comme ça qu'on est rentré en relation. Puis l'éditeur, c'est lui qui, au départ, devait faire le texte. Il a dit, non, non, je vois que vous en connaissez plus que moi. C'est vous qui allez le faire. Si vous acceptez, alors je dis, écoutez, ok, moi, ça me convient. Voilà comment ça a démarré avec Claude. Et puis, voilà, donc, effectivement, c'est un très vieux pèlerinage qui remonte au haut Moyen-Âge et qui a la même valeur spirituelle que celui, je disais, de Saint-Jacques, Jérusalem et Rome au Moyen-Âge. Et un pèlerinage, ça sert à, alors, si je parle en termes chrétiens, à sauver son âme. Il va falloir qu'on explique ce que ça signifie, tout ça. J'ai voulu y adjoindre. Au début, il était exclusivement, la commande, c'était exclusivement le Trobres, le Tour de Bretagne. Et puis, en fouillant, en cherchant, j'ai bien trouvé que ce pèlerinage, en fait, vraisemblablement, il s'est inspiré, comme beaucoup de choses qui appartiennent aux religions, à des choses préexistantes. Et ce qui préexistait, c'était des collines sacrées. Et on sait que les anciens, ils allaient d'une colline à l'autre, et ça faisait un parcours, c'est-à-dire un pèlerinage. Voilà. Et comme par hasard, encore une fois, il y a 7 collines sacrées. Comme par hasard, il y a 7 villes saintes du Trobres, et ça correspond aux 7 plans de l'être humain. C'est pas pour rien d'ailleurs, hein, 7 plans et aux 7 ondes de la création. Et donc, quand on parcourt ce cheminement, on est vibré parce que chaque colline émet une rayonnance particulière, une onde particulière. Chaque ville sainte, on va dans une cathédrale. Alors, c'est pas le parcours qu'on propose avec Claudia, les cathédrales. Nous, c'est les collines sacrées. Mais c'est pour expliquer que chaque cathédrale, ayant été bâtie aussi sur les rapports du nombre d'or, va vibrer une structure particulière. Et elle est dédiée à soit à la Sainte Vierge, soit à un saint particulier, pour ce qui est du Trobres, du pèlerinage catholique. Et puis sa particularité, c'est que ça forme une boucle. Donc, peu importe à quel endroit on démarre, on retrouve la continuité du cercle. Hein? Oui, alors que les autres pèlerinages, ils vont d'un point à un autre et on revient, c'est linéaire. Là, on rentre dans une structure vraiment intéressante. Voilà, on fait une boucle. Alors, pour les personnes qui seraient intéressées justement de pouvoir faire ce cheminement-là, comment est-ce que ça se passe? Il faut prendre déjà des chaussures de marche, un sac à dos. Oui. Plaisanterie à part. Alors, nous démarrons le vendredi soir, à partir de 18h. Et on va trouver donc des logements. Voilà. J'hésite un petit peu parce que vu la situation sanitaire actuelle, voilà, nous avons donc reporté à 2 reprises déjà le démarrage. Et puis là, ça va être un grand moment. On croise les doigts qu'on va pouvoir démarrer au mois de novembre, donc pour la Saint-Main de cette année, donc 2021, parce que c'est une date qui est très importante donc, pour nous dans notre tradition. Et voilà, donc du coup, on se retrouve du vendredi soir jusqu'au dimanche en début d'après-midi. Voilà, et du coup, on partage ensemble à travers différents éléments. D'abord, le lieu, on va se rendre sur le lieu, mais avant, il y a des préparations avec des exercices, on va dire, spirituels, et puis il y a des exercices aussi tirés de l'art-thérapie pour aider justement à soulever ces freins qu'on nous a mis et que nous nous mettons nous-mêmes aussi, ou que nous entretenons. Voilà, il y a différentes possibilités.
Et puis, ben, on va sur le lieu et évidemment, les exercices qu'on propose, ils sont reliés à la culture celtique et voilà, la tradition, on va dire, la tradition celto-druidique actuelle. Tout à fait. Donc, sur les 7 étapes, on en a par exemple 4 qui sont en relation avec les éléments. Donc, voilà. Voilà, donc après, pour rentrer dans les détails, donc il y a des chants aussi et on s'arrange aussi pour chaque soir, quand on sera rentré, après avoir fait tout ça, ça sera surtout le samedi soir, Oui. il y aura des éléments, bon, de toute façon, on va chanter ensemble. Voilà, dans la tradition celtique, il existe des mantras aussi. Donc, on va chanter ces mantras-là. Et puis, il y aura un petit moment aussi de conte et de musique pure, parce que nos ancêtres n'avaient pas un livre qui révélait la parole des murges d'un créateur, retransmise par son fils ou par un prophète, et qui serait valable une fois pour toutes, pour tous les siècles et pour tous les êtres humains, et il ne faudrait pas en changer un iota, une virgule. Non, nos ancêtres à nous, ils fonctionnaient de manière beaucoup plus naturelle. C'était les récits racontés par les bardes en musique qui étaient les sources de l'inspiration sacrée. Voilà. Et à ce moment-là, chacun fait son voyage. Et on n'a pas le droit de voler ou d'imposer le voyage d'un autre à un autre. Enfin, c'est quoi cette histoire? Et puis nous avons décidé aussi pour les personnes qui physiquement ne peuvent pas faire tout le cheminement jusqu'au sommet de la montagne, ou peut-être voir même, il y a certaines montagnes où on ne va pas forcément faire l'ascension complète, il n'y a pas trop d'intérêt, mais nous avons des personnes donc, qui souhaitent s'inscrire, qui sont donc en préinscription et qui justement avaient hésité. Donc du coup, nous avons décidé que sur le samedi, il y a effectivement la partie donc quand même, je dirais, sportif, hein, avec une ascension, avec vraiment aller sur le lieu. Moi, de mon côté, donc, je vais proposer pour les personnes qui ont des difficultés au niveau physique, une adaptation qui leur permettra d'être déjà en résonance avec le groupe, la partie donc du groupe qui sont eux directement sur la montagne en question. On va faire des autres exercices et on va vraiment se le relier. Donc, voilà, je tiens à préciser ça parce que ça permet vraiment que chacun à son rythme puisse venir et puisse participer. Alors, pour ces personnes, elles ne vont pas rester enfermées aussi, hein. Il y a des collines où après, ben, on les prendra en voiture ou elles se rendront en voiture direct en haut, le temps que le groupe, lui, il fasse l'ascension. Tout à fait. Ces personnes, elles seront en train d'œuvrer, c'est vrai, au gîte, par exemple, et après, elles nous rejoignent là-haut direct, quoi. Hein. Voilà comment ça va se passer. Et puis évidemment, on les redescend, on ne va pas les laisser là-haut. Et après, il y a un partage au gîte. Voilà comment ça va s'effectuer pour la partie, on va dire, pratique. Bon, alors qu'il y a certaines collines où là, ça sera plus délicat parce que les personnes devront... il n'y a pas de possibilité de les emmener si elles marchent très difficilement. Il y a des collines où il n'y a pas d'accès routier. Et donc, il faut marcher là pour aller... et là, ces personnes devront rester aux endroits de stationnement. Mais elles sont sur la colline, hein, tout de même. Et puis, elles seront accompagnées donc, par moi donc, sur des autres exercices. Donc, c'est un cheminement sur plusieurs modules, sur plusieurs week-ends, donc à raison d'un week-end par mois qui démarrera en novembre 2021. Tout à fait. Oui, à peu près une fois par mois, non? Un mois et demi, des fois, il y a des... Oui, non, ça fait à peu près une fois par mois, tous les 4 semaines à peu près. Alors, on n'est pas obligé de s'engager sur le cycle complet. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de personnes qui sont engagées sur le cycle complet. Et puis, voilà, ils sont un petit peu prioritaires quand même parce qu'il y a quand même pas mal de demandes. Ben, merci beaucoup, Claudia et Olivier.
Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter? Alors oui, regardez ce qu'il y a derrière nous. Vas-y, je tiens et toi tu expliques si tu veux. Alors, vous n'avez pas fait attention, mais depuis un moment, il y a un petit personnage qui était caché là. Vous le voyez? Et donc, c'est Messire Merlin. Là, vous avez le roi Arthur qui tire l'épée de la pierre. Et de dos, après, à côté de lui, on voit c'est le même personnage, hein. Sauf qu'il est devenu roi, puisque c'est le fait de tirer l'épée de la pierre qui assurait la royauté. On le voit dans son château, Dame Guenièvre et Messire Merlin à côté. Bon, c'est une grande tapisserie, il y a tellement de choses à voir. Et nous, on en découvre encore. Voilà. Hein. Et puis, on a Dame Morgane sur notre droite, Ouais. qui est magnifique, tiens, pour ceux qui aiment. Alors, comment on va la présenter? Dame Morgane. Voilà, avec la nef qui mène en Avalon. Et Morgane, c'est la reine des fées d'Avalon, la reine d'Avalon. Hein, elles sont 9 sœurs. Voilà, et Avalon est là-haut, le petit château, une petite île. Voilà, et justement, tu parlais d'ouvrage, là je viens de finir aussi, enfin j'en suis dans les corrections. Le prochain ouvrage qui va faire suite aux légendes du premier chaman, ça sera Keltoy, les légendes des premiers Celtes. Parce qu'on va inaugurer, on ouvre une collection avec les éditions Vega sur les légendes du premier chaman, des premiers Celtes, et après il y en aura d'autres, mais déjà la correction. Eh bien, c'est une formidable nouvelle. Bon, bah, merci beaucoup, Claudia et Olivier. Merci à toi. Ben, merci à toi, et Merci puis à portez-vous tous. bien, et Oui. merci d'avoir pris le temps sur vos vies de nous écouter, et puis toi de nous questionner. Chaque vie est sacrée, et donc ben, c'est un moment sacré que vous avez pris, et nous sommes vraiment touchés, honorés que vous ayez pris ce temps sur vos vies. Voilà, pour écouter des fois quelques billevesées, bon. Mais ça fait partie de la vie aussi, une vie sans petite pointe d'humour. Voilà. Mais bon, ce qu'on propose avec Claudia, c'est vraiment un cheminement à l'intérieur de soi. Alors, on ne sortira pas avec des titres ronflants de druide ou de chaman. Voilà, non, ben, vous allez simplement vous découvrir, c'est ce qui est déjà pas mal, et même, je dirais, essentiel, hein, parce qu'il y a des druides, des chamans qui ne se sont pas découverts. Donc, voilà, nous, on propose un chemin où on va aller vraiment se rencontrer, et on va voir qu'on est des gens formidables. On a oublié, et qu'on va pouvoir s'aimer vraiment. On va pouvoir s'aimer vraiment parce que on va découvrir qu'on est un homme, une femme formidable. Soyez doux avec vous-même. Merci pour ces paroles pleines de sagesse. Et si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à laisser des messages en commentaire ou à aller vous rendre sur le site, sur les sites d'Olivier et Claudia, ou à nous contacter par mail. Voilà. Encore une fois, merci beaucoup à tous les deux. Passez une belle journée. Et puis, je vous dis à très bientôt, et à très bientôt à tous. Merci. Au revoir. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Kenavo.